Bienvenue. Vous allez engager la réalisation ou la mise à jour de votre document unique. Nous allons, par le biais de cette vidéo, vous éclairer sur la façon dont le construire et dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, nous ferons un zoom sur comment intégrer le risque biologique Covid. Nous allons donc parler de la réglementation en lien avec le document unique, de la méthodologie à adopter, de comment identifier les risques, de comment les évaluer, de la construction de votre plan d'action. Et enfin, nous ferons un focus sur l'intégration du risque Covid-19 dans votre document unique. Tout d'abord, nous allons faire un rappel sur la réglementation en ce qui concerne l'évaluation des risques professionnels et le document unique. Donc, deux dates sont importantes en ce qui concerne l'évaluation des risques professionnels et le document unique. Tout d'abord, la date du 31 décembre 91, qui correspond à la transposition de la directive européenne en droit français et qui est à l'origine des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tendre à l'amélioration des situations existantes. Pour cela, il s'inspire des 9 principes généraux de prévention introduits par l'article L 4121-2 du Code du travail, qui seront repris un peu plus en détail dans cette vidéo. Il faudra ensuite attendre près de 10 ans pour que sorte un décret, le décret du 5 novembre 2001, en ce qui concerne l'obligation de la transcription de la synthèse de l'évaluation des risques professionnels dans un document unique. La forme du document unique est libre, elle peut être sous forme papier ou sous format informatique. Les seules exigences imposées sont de regrouper les différentes évaluations sous un seul document, d'assurer une cohérence, une lisibilité et une traçabilité dans le document unique. Ces obligations s'appliquent à toutes les entreprises dès lors qu'elles emploient au moins un salarié. D'autres obligations sont reprises dans le Code du travail. Donc en ce qui concerne l'employeur, l'article R 4121-2 du Code du travail indique les conditions de mise à jour du document unique. La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail, lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est recueillie. Puis l'article R 4121-4 du Code du travail qui précise que ce document est tenu à la disposition des travailleurs et de leurs représentants, CSE, Comité d'hygiène, santé, sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel, du médecin du travail et des agents de l'inspection du travail, des agents des services de prévention, des organismes de sécurité sociale, des agents des organismes professionnels de santé, des branches d'activité, des inspecteurs de la radioprotection. L'employeur est tenu d'afficher les modalités de consultation du document unique sur le tableau d'affichage. Celui-ci doit être connu de tous les salariés qui doivent être informés de l'ensemble des mises à jour. Pour information, tout manquement à cette obligation peut constituer une faute inexcusable. L'absence ou l'insuffisance de DU est passible d'une sanction et l'amende pour l'infraction relevée est de 1 500 € et peut s'élever à 3 000 € en cas de récidive. Pour rappel, l'évaluation des risques professionnels relève de la responsabilité du chef d'entreprise, même si vous avez recours à une société extérieure, à un cabinet de conseil pour la réalisation, les informations contenues dans le document unique et le plan d'action, les mesures prises pour la réduction des risques vous appartiennent. D'autres articles concernent les obligations des salariés, donc notamment l'article L 4122-1 du Code du travail. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Maintenant, nous allons vous donner des conseils méthodologiques pour vous aider à réaliser votre évaluation des risques au sein de votre établissement. Tout d'abord, il faut garder en tête l'objectif du document unique. Le document unique doit être un outil de gestion et de planification qui doit vous permettre de prévenir les accidents et les maladies professionnelles, de préserver la santé et la sécurité des salariés, ainsi que de pérenniser l'entreprise et améliorer les conditions de travail. Alors, par où commencer? Comment procéder? Pour garantir sa bonne mise en œuvre, il ne faut pas négliger l'étape de préparation.
Préparer le projet avec les différents acteurs qu'on aura au préalable définis. Définir le cadre d'intervention et les moyens alloués. Communiquer sur le projet du document unique, sur la démarche et les différentes étapes de l'évaluation des risques et les objectifs qui sont de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et d'améliorer les conditions de travail. Informer les salariés pour les aider à adhérer au projet. Un salarié informé se sentira concerné par la démarche et s'impliquera plus facilement dans le projet. Donc, dans un premier lieu, il faudra créer un groupe de travail constitué d'1 ou 2 salariés par unité de travail. Les salariés sont ceux qui connaissent au mieux les situations de travail et les risques qu'ils rencontrent au quotidien. Il faudra nommer un responsable qui se chargera de collecter les différentes étapes et les évaluations des différentes unités de travail pour les regrouper dans un seul document. Il ne faudra pas oublier d'y associer les instances représentatives du personnel, les impliquer dans la démarche pour qu'elles prennent conscience de leur rôle, de la réalité du terrain et pourront ainsi participer à l'amélioration des conditions de travail. On pourra aussi s'appuyer sur la réglementation en lien avec l'activité de l'entreprise. Il sera également nécessaire de collecter différentes données. En interne, on pourra collecter les analyses des accidents de travail, les presque accidents, le registre des accidents bénins, les plaintes de salariés, le nombre de maladies professionnelles déclarées, les inaptitudes et restrictions d'aptitude au poste, les travaux du CHSSCT, CSE et questions des délégués du personnel. Des données externes pourront aussi être utilisées. Donc, c'est notamment le cas de la fiche entreprise, donc, qui a été rédigée et transmise par votre service de santé au travail, le rapport annuel du médecin, les études de poste, la métrologie, toutes les mesures qui ont pu être effectuées dans votre établissement, le bruit, la vibration, la luminosité, les remarques et observations de la DIRECT, de la CARSAT, les remarques et observations d'organismes de contrôle. D'autres informations pourront aussi être utiles. Ce sont notamment les données qui sont émises par les ressources humaines, donc l'absentéisme, le turnover, le nombre de reconnaissances de travailleurs handicapés, le pourcentage d'intérimaires sur les postes, le nombre de travailleurs de moins de 18 ans, les femmes enceintes, donc qui ont des contraintes ou des aménagements de poste, l'organisation d'entreprise, donc les projets en cours, et toutes les informations liées à la performance de l'entreprise, les pannes, les défauts de qualité. L'évaluation des risques professionnels s'appuie sur une démarche rigoureuse et structurée qui est construite en 4 étapes. Donc nous allons voir les étapes une à une. La première étape, l'identification des unités de travail. Cela revient à faire un découpage de l'entreprise en plusieurs ensembles. Chaque ensemble regroupe des salariés qui sont exposés aux mêmes risques dans des conditions de travail similaires. Le découpage peut se faire par activité, location géographique, poste, fonction. L'étape 2 consiste à identifier les risques de l'entreprise. Cette étape consiste à noter toutes les situations de travail, tous les dangers identifiés et d'y associer des risques. Il faut prendre en compte tous les risques pour tous les salariés. Donc on n'oubliera pas de prendre en compte le cas des salariés détachés, le cas des salariés en télétravail. En ce qui concerne les risques, on notera les risques généraux, donc qui sont communs à l'ensemble des travailleurs, les risques spécifiques à l'activité, mais aussi les risques liés aux situations inhabituelles. C'est notamment le cas des arrêts, des opérations de maintenance. L'étape 3 consiste à évaluer l'importance de ces risques, de les apprécier en fonction de critères de cotation que sont la fréquence et la gravité. L'étape 4, donc, qui est l'objectif principal de la démarche, donc, qui est de mettre en place un plan d'action qui serve à améliorer, à préserver la santé et la sécurité des travailleurs en améliorant leurs conditions de travail. Le document unique doit être dynamique. Il n'est pas une fin en soi, il est revu régulièrement, il s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Il est donc revu à minima une fois par an et dès que nécessaire en cas de modification, donc modification de production, d'agrandissement de l'entreprise. À chaque mise à jour, il doit être communiqué à l'ensemble du personnel qui doit en prendre connaissance. Maintenant, nous allons faire le point sur le vocabulaire utilisé. Qu'est-ce qu'un danger ?
Un danger, c'est toute source potentielle de dommages, de préjudice ou d'effets nocifs à l'égard d'une chose ou d'une personne. Le danger, ça peut être aussi la propriété intrinsèque d'un produit, d'un équipement ou d'une situation. Qu'entend-on par risque ou situation dangereuse? Un risque se traduit par la probabilité qu'une personne en situation dangereuse subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé. La situation dangereuse, c'est la résultante de l'exposition d'une personne à un danger. Un moyen de prévention, c'est un ensemble de mesures qui sont prises pour préserver la santé, la sécurité des salariés. On peut noter deux types de dommages. Il y a les dommages qui sont à effet immédiat, qui sont identifiables rapidement suite à un accident. Ce sont ceux qui portent à l'intégrité physique du salarié. Et puis, il y a les dommages à effet différé, qui sont difficilement identifiables et à évaluer, compte tenu de l'apparition tardive des effets. C'est notamment le cas des maladies professionnelles, des cancers, des troubles musculo-squelettiques. Voici une petite illustration des termes utilisés. Donc là, en premier lieu, une illustration du danger qui est représentée par le nettoyage de vitres en hauteur au moyen d'une chaise. Le risque, la situation dangereuse, donc c'est le personnel qui nettoie la vitre au moyen d'une chaise et donc qui peut être en déséquilibre pour effectuer sa tâche. Les moyens de prévention qu'on pourrait y associer, donc ce serait la mise à disposition d'un escabeau et d'un outil à manche télescopique. Maintenant, voici la représentation du cheminement des différentes étapes de l'évaluation des risques et comment cela se traduit dans un document. Donc tout d'abord, nous avons l'étape 1, qui est l'identification des unités de travail, ce qui peut être une personne, un groupe de personnes qui sont exposées au même risque. L'analyse des risques peut se faire par métier ou par lieu, et on peut aussi créer une unité de travail concernant les risques généraux, qui regroupera tous les risques qui sont communs à l'ensemble des salariés. C'est notamment le cas pour les risques électriques, l'incendie. En étape 2, on a l'identification des risques avec les familles de risques, thématiques qui sont liées à la sécurité et à la santé, qui permet de hiérarchiser les différentes situations dangereuses. Puis l'étape 3, qui concerne l'évaluation des risques, où on identifie les différents moyens de prévention et de protection existants au sein de l'entreprise pour valoriser ces mesures qui tendent à réduire le risque en y associant des critères de gravité, de fréquence, pour pouvoir dégager des priorités d'action. En étape 4, nous avons l'identification du plan d'action avec des mesures qui pourraient réduire le risque ou l'exposition des salariés, en y associant un délai avec une date de réalisation et la nomination d'un responsable. Des actions pourront être définies à court, moyen ou long terme en fonction de leur facilité de mise en œuvre ou de l'investissement qui y sera associé. Passons à présent à la troisième partie de cette vidéo, identifier les risques. Je vais vous proposer une méthodologie pour recenser les risques présents au sein de votre structure. Première étape. Je vous conseille de vous rendre physiquement dans la zone pour laquelle vous allez identifier les risques. En effet, il est nécessaire d'observer en direct la réalité terrain afin d'obtenir le reflet factuel des problématiques de vos salariés. Pour vous guider, je vous propose d'utiliser les fiches d'aide à l'évaluation des risques élaborées par l'AMSN. Ces fiches sont disponibles sur notre site internet et elles vous permettent d'orienter votre regard sur 30 catégories de risques potentiellement présents dans l'entreprise. Par exemple, les risques liés à l'incendie, à l'explosion, les risques liés au bruit ou encore les risques liés aux gestes et postures. Chacune de ces fiches est composée de plusieurs questions vous permettant d'avoir un état des lieux sur les risques identifiés. Elles vous permettent également de recenser les mesures de prévention mises en place dans l'entreprise, découpées en 2 catégories. Les mesures de prévention collectives et les mesures de prévention individuelles. Ces fiches vous permettent également de recenser le nombre de salariés exposés au risque et elles vous orientent vers des mesures de prévention pouvant être mises en place pour diminuer l'impact des risques sur la santé et sécurité de vos salariés.
Une fois l'ensemble des fiches complétées pour identifier les risques sur le terrain, il est nécessaire d'en tracer la synthèse dans votre document unique. Je vous propose ici un premier exemple. Nous allons évaluer ensemble l'unité de travail électricien. Au cours de son activité professionnelle, l'électricien est soumis à des risques liés à l'utilisation d'outils et machines. Sur l'illustration à gauche, on constate qu'il utilise un cutter non sécurisé pour dénuder les fils. C'est une situation dangereuse qui doit donc être tracée dans votre document unique. Je vous propose un second exemple sur l'identification des risques tracés dans votre document unique. Prenons l'exemple ici du personnel d'entretien. Au cours de ses tâches de travail, le personnel d'entretien est exposé au risque de travail en hauteur. J'inscris donc dans la case « Famille de risques » risques liés au travail en hauteur. Ensuite, j'identifie les situations dangereuses durant lesquelles le personnel d'entretien est soumis au travail en hauteur. J'inscris donc « Utilisation d'une chaise pour le travail en hauteur lors du nettoyage des fenêtres ». Ces deux exemples illustrent comment doit être tracée l'identification des risques dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Je vous propose maintenant de vous présenter comment les risques identifiés peuvent être cotés, évalués. Lorsque nous avons identifié les risques, nous avons également listé les mesures de prévention déjà mises en place dans l'entreprise. La prise en compte des mesures valorise le travail de prévention qu'a déjà effectué l'entreprise. Ces mesures de prévention sont tenues en compte dans l'évaluation des risques que je vais vous proposer. Faisons maintenant un zoom sur des exemples de mesures de prévention découpées en 3 catégories. D'abord, les mesures de prévention peuvent être des solutions techniques, comme par exemple les boutons d'arrêt d'urgence. Ensuite, elles peuvent être des solutions organisationnelles de type vérification à fréquence planifiée d'équipements de travail. Ou encore des solutions humaines comme la formation au poste de travail ou l'animation de quart d'heure sécurité. Ces mesures de prévention, au même titre que les risques et que les situations dangereuses, doivent être tracées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Je vous propose maintenant une méthode de cotation. Pour rappel, l'objectif de l'évaluation, c'est de déterminer les risques principaux de l'entreprise et d'en prioriser les actions d'amélioration à mener. La cotation du risque peut prendre en compte 2 critères, la fréquence et la gravité. Rappelons la définition de ces 2 termes. La fréquence, c'est l'estimation du temps d'exposition des salariés à une situation dangereuse. L'employeur doit donc se demander combien de temps les salariés sont exposés à la situation dangereuse et combien de fois cette exposition est-elle répétée. La fréquence peut être décomposée en 3 niveaux. Très fréquente, fréquente ou rare. Charge à l'employeur de définir pour chacun de ces 3 niveaux de fréquence à partir de combien de temps une tâche de travail peut être définie comme très fréquente, fréquente ou rare. La gravité, second critère de cotation, est définie comme étant la blessure la plus plausible occasionnée en cas d'accident. Pour ce critère, l'employeur se demandera quel dommage ou quel impact a ce risque sur la santé et sécurité de mon salarié. La gravité est également séquencée en 3 niveaux. Premier niveau, grave, entraînant la mort ou l'incapacité de mon salarié. Deuxième niveau, sévère, dommage conduisant à une hospitalisation. Et enfin, mineur, entraînant une égratignure ou une contusion. En croisant ces 2 critères, vous obtiendrez un niveau de priorité de votre risque. Soit votre risque résultera d'un niveau de priorité de 1, identifié avec le code couleur rouge, situation demandant des mesures de prévention immédiates, soit une priorité de 2, code couleur orange, situation à traiter à plus ou moins court terme, soit une priorité de 3, code couleur vert, risque qui est maîtrisé à ce jour, mais qui mérite quand même d'être surveillé. Afin de donner du sens aux explications sur l'évaluation des risques en tenant compte des 2 critères d'évaluation, je vous propose 2 exemples. Reprenons notre unité de travail, électricien. Nous avions identifié pour cette unité de travail que les salariés étaient exposés aux risques liés à l'utilisation d'outils machines lorsqu'ils empruntaient un cutter non sécurisé pour dénuder les fils électriques. Lors de l'observation terrain, il n'a pas été identifié de mesure de prévention. Nous avons donc inscrit une croix dans la case pour préciser l'absence de mesures de prévention.
Pour ce qui en est de la cotation, nous avons repris la matrice d'évaluation présente en haut de votre écran. La gravité de ce risque a été évaluée comme étant mineure, c'est-à-dire entraînant une égratignure, une contusion. Ensuite, nous avons identifié la fréquence d'exposition comme étant très fréquente, puisque cette tâche est effectuée quotidiennement dans le cadre des activités de notre électricien. En croisant donc ces deux critères, nous avons un risque qui résulte d'une priorité de 2, code couleur orange, et qui demande la mise en place d'actions à plus ou moins court terme. Second exemple, avec notre unité de travail personnel d'entretien, pour lequel nous avions identifié des risques liés au travail en hauteur au cours du nettoyage des vitres à l'aide d'une chaise. Lors de l'observation terrain et des échanges avec les salariés, aucune mesure de prévention n'a été recensée. Nous avons donc inscrit une croix sur notre document unique. Ensuite, nous avons considéré que pour cette situation de travail, ça pouvait entraîner une hospitalisation ou un arrêt de travail. Notre gravité a donc été cotée sévère. En termes de fréquence, la tâche identifiée a été cotée comme étant très fréquente dans le document unique. En croisant ces deux critères de cotation, la situation de travail apparaît comme un niveau de priorité 1, code couleur rouge, situation qui demande des actions immédiates de prévention. Voilà une proposition de cotation en tenant compte des mesures de prévention dans l'entreprise, de la fréquence d'exposition et de la gravité potentielle de l'impact du risque sur mon salarié. Maintenant, nous allons voir comment mettre un plan d'action en place. Bien évidemment, ce plan d'action n'aura lieu d'être que s'il y a des situations dangereuses qui ne sont pas maîtrisées, et donc que vous avez identifié des priorités 1 ou 2 dans la phase d'évaluation précédente. Ce plan d'action étant mis en place à la fin de notre évaluation des risques. Le document unique est la synthèse de l'évaluation des risques réalisés. Le plan d'action, lui, est la suite logique de cette évaluation des risques afin de réduire, voire de supprimer les situations dangereuses et ainsi d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, pour mettre en place un plan d'action, il va falloir reprendre le niveau de priorité défini auparavant et commencer à élaborer un plan d'action en commençant par la priorité 1 puis 2. Il y a de grandes chances que vous ayez beaucoup de priorité 2. À ce moment-là, il faudra se redonner une priorité supplémentaire, c'est-à-dire prendre en premier, par exemple, les critères de cotation liés à la gravité de la blessure potentielle, en commençant bien évidemment par les plus graves. L'élaboration de son plan d'action est l'occasion de discuter et de décider avec les acteurs de terrain les mesures de prévention à mettre en place, les mieux appropriées à la situation. Il est donc indispensable que les salariés eux-mêmes ou leurs représentants prennent part au choix des moyens de prévention si l'on veut que ces mesures soient acceptées, appliquées et adaptées au terrain. L'idée étant toujours de réduire le nombre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Pour mettre en place un plan d'action, il va falloir suivre un ordre prédéfini de principes de prévention qui sont définis par l'article L4121-2 du Code du travail et qui sont affichés à l'écran. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. L'ordre établi est important et permet de se rendre compte que la priorité des actions à mettre en place commence par essayer de supprimer, voire de limiter les situations dangereuses, supprimer le danger. Vous pouvez également vous rendre compte que toute une série de principes de prévention s'appliquent avant de commencer à réfléchir à mettre en place des équipements de protection individuels, des gants, des lunettes, des casques, voire des chaussures de sécurité, voire même juste des consignes ou informations. Ces dernières ne sont pas gages de sécurité et ne devront être mises en place qu'en ultime recours. De même, les équipements de protection individuels ne réduiront pas la dangerosité d'une situation, mais auront plutôt tendance à limiter, voire supprimer quand même, la gravité de la blessure. De même, il est très facile de ne pas porter ces EPI, oubli, abîmé, gêne, et donc la mesure de prévention mise en place ne sera pas opérationnelle et le risque d'accident réapparaîtra. Donc, si on reprend notre exemple de l'électricien, on a réalisé l'évaluation des risques, identifié une priorité 2, et nous allons donc réfléchir à quelle solution apporter pour réduire cette situation dangereuse à une situation dite maîtrisée. Ici, la mise en place d'une pince à dénuder est une solution qui semble la mieux appropriée et sera donc adoptée. Pour cela, je prévois une date butoir, afin d'éviter de repousser trop longtemps cette action, et un responsable. À noter que la date butoir n'est pas forcément pour la semaine prochaine,
mais définira notre plan d'action d'ensemble et par conséquent, en fonction de l'investissement financier et de la faisabilité du projet, pourra représenter plusieurs mois. L'année prochaine, lors de la mise à jour de notre document unique, le risque lié au dénudage des fils électriques sera toujours présent, mais le moyen de prévention mis en place permettra de dire que la situation est dite maîtrisée et que l'accident a peu de risque d'apparaître. De même, pour l'exemple du nettoyage des baies vitrées, la mise en place de moyens de prévention passe par une étude de terrain. Et celle présentée ici, à savoir la mise en place d'escabeaux sécurisés et d'une perche, n'est pas forcément appropriée à toutes les situations. Dans le cas présent, nous avons retenu celle-ci et cela nous permettra de réduire notre situation dangereuse à une situation dite maîtrisée. Là encore, cette ligne figurera toujours dans notre document unique, car en cas d'absence ou de dégradation de notre moyen de prévention, la situation dangereuse réapparaîtra. Cela nous permettra également de pouvoir présenter les moyens de prévention existants pour cette situation aux nouveaux collaborateurs lors de leur accueil sécurité. Bien entendu, les exemples traités ici sont relativement simples. En pratique, vous risquez de rencontrer des situations plus complexes et nous restons à votre disposition pour vous aider à mettre en place les solutions les plus appropriées à vos situations. Nous venons de voir la méthodologie pour identifier et évaluer vos risques et la mise en place du plan d'action visant à réduire vos risques professionnels. Avec la crise sanitaire Covid-19, un nouveau risque professionnel est à intégrer dans votre document unique. Il va donc falloir identifier toutes les situations pouvant entraîner une contamination de vos salariés au sein de l'entreprise. En premier lieu, si cela n'est pas déjà réalisé, il faut que vous nommiez un référent Covid. Ensuite, il faut également que vous ayez prévu un protocole sanitaire de prise en charge d'un salarié présentant des symptômes du Covid-19 sur le lieu de travail. Si nous reprenons la trame du document unique vu précédemment, avec les différentes étapes, il va falloir donc pour chaque unité de travail, donc là pour un premier exemple, nous avons pris une unité de travail des administratifs, donc identifier toutes les situations dangereuses où vos salariés peuvent être contaminés par le Covid-19. Dans l'étape 2, donc l'identification des risques, en famille de risques, ça sera le risque biologique lié à la Covid-19, et nous avons là quelques exemples de situations dangereuses. Donc pour les administratifs, il y a le partage des lieux communs, la cantine, les espaces fumeurs, la salle de pause, et également le partage d'espaces de travail, les open space, les bureaux partagés. En étape 3, sur l'évaluation des risques, vous allez notifier toutes les mesures de prévention que vous avez déjà mises en place. Le télétravail par exemple, le port du masque obligatoire, des bureaux individuels, les solutions hydroalcooliques, le nettoyage journalier des bureaux. Pour ce qui est de la cotation, en termes de gravité, le risque lié à la Covid-19 sera toujours en sévère, puisque la contamination peut amener jusqu'au décès. Et la fréquence, donc là on fait la cotation en fonction des mesures de prévention que vous avez déjà mises en place. Donc si vous avez mis en place toutes les mesures de prévention demandées, la fréquence d'exposition sera rare. On reste, comme on peut le voir, toujours dans une priorité 2, ce qui signifie qu'il faut toujours rester vigilant et bien s'assurer que les mesures de prévention sont bien respectées. On peut là agir uniquement sur la fréquence d'exposition et non sur la gravité. Un deuxième exemple avec l'atelier de fabrication. La famille de risques sera toujours le risque biologique lié à la Covid-19. Et là, il y a plusieurs situations dangereuses, là encore illustrées. Les contacts rapprochés entre collègues par exemple, ou le partage d'outils de travail. L'étape 3, toujours l'évaluation des risques, notifier les moyens de prévention que vous avez déjà mis en place, et ensuite réaliser la cotation, gravité et fréquence. Dans les 3 prochains documents, vous allez voir, nous vous avons mis quelques exemples de moyens de prévention et ils vont être répertoriés soit en solutions techniques, soit en solutions organisationnelles, soit en solutions humaines. L'INRS a créé un dossier Covid-19 et prévention en entreprise. Vous retrouverez dans ce dossier comment préserver vos salariés de la Covid-19, comme vu précédemment, mais également toute une partie sur les risques induits par les nouvelles mesures Covid-19 et générés par les nouvelles organisations et les situations de travail.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier toutes les nouvelles situations de travail et évaluer si elles ont un effet sur la santé ou la sécurité de vos salariés. La mise en place du télétravail, par exemple, peut induire de l'isolement. Avec les nouveaux protocoles de nettoyage et de désinfection, les salariés sont exposés aux risques liés à l'utilisation des produits chimiques. Il faut donc mettre à jour l'ensemble de votre document unique pour s'assurer que celui-ci correspond bien à votre nouvelle réalité et organisation de travail. Nous venons de vous décrire la méthodologie de réalisation de l'évaluation de vos risques professionnels et sa formalisation par le biais du document unique. Il n'existe pas de modèle type, le tout est de se l'approprier. Nous vous proposons ici quelques outils spécifiques, ils sont gratuits et peuvent vous aider dans la réalisation de votre document unique. N'hésitez pas à les consulter. Nous arrivons à la fin de cette présentation, nous espérons vous avoir aidé dans la compréhension de comment réaliser votre document unique, par où commencer et savoir où vous allez. Si vous avez néanmoins des questions, un besoin de relecture, un souci dans la cotation des risques, si vous êtes à court d'idées dans les actions à mener, les équipes de la MSN sont à votre disposition. Vous pouvez nous joindre via l'adresse mail suivante formaction@amsn.fr en précisant votre numéro adhérent. Nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail ou du service formation par mail pour avoir accès aux documents suivants, à savoir la trame vierge du document unique proposé par la MSN, notre guide d'aide avec les différentes fiches classées par risque et une version PDF de cette présentation. Merci pour votre confiance.